Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Akamoshi pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps. Bienvenue pour cette vidéo où on va clôturer l'arc New Japan Pro Wrestling qui aura duré très longtemps. On va finir l'histoire de la New Japan. Alors je sais pas c'est quel épisode, hein, mais enfin c'est l'épisode numéro combien, mais bon peu importe, c'est le dernier. On va aller de milieu des années 2000 et on va aller, ouais ça va durer 10 ans, voilà, mi-2000, mi-2010. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'après ça a commencé à être le gros buzz New Japan, 2016, 2017, 2018, 2019. Là, si vous voulez trouver des informations, bon, c'est assez facile et bah, vous avez même très probablement suivi cette période-là. Donc voilà. Pas besoin de s'épancher dessus, sauf si vous voulez une information précise, n'hésitez pas à demander. Si j'ai la réponse, je vous la communiquerai. Donc, on s'était arrêté probablement à la fin au milieu des années 2000, voilà, Inoki qui est un peu sur le départ, tout ça, il avait ramené Brock Lesnar et tout. Donc, donc la New Japan, ça va pas très bien économiquement, il y a plein d'argent, enfin il manque plein d'argent, parce que bon, Inoki, il a envoyé des chèques un petit peu à tout le monde. C'est un naufrage parce que les fans de catch sont un petit peu détournés du produit. C'était fans de New Japan et surtout du catch, mais pas trop du MMA, tout ça. Donc forcément, ça a fait un gros trou dans la trésorerie. Et c'est à ce moment-là que Yux va débarquer, donc Yux Company, qui, euh, qui je pense est un éditeur de jeux vidéo. Je pense pas qu'ils fassent des jeux vidéo. Je pense qu'ils éditent simplement. Qui éditait également des jeux New Japan à ce moment-là, qui s'appelait Wrestle Kingdom, hein, voilà. Oh, on y reviendra juste après. Donc arrivée de Yux qui va prendre la place et les parts d'Antonio Inoki, mais qui vont conserver son fils, Simon Inoki, en tant que représentant, que image de marque, visage de la compagnie, ou homme de paille, comme diraient certains, au poste de président, hein, un peu comme TKO avec Triple H aujourd'hui. Voilà. Inoki va pas partir tout seul, hein, il y a d'autres personnes qui vont l'accompagner, des historiques importants backstage, comme Hiro Saito notamment. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire Yux? Ils vont prendre une compagnie qui est un petit peu à la dérive, donc ils vont chercher à faire des économies et augmenter les rentrées d'argent. Pour les économies, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le nombre de shows que la compagnie va proposer. Je crois de mémoire sur les années précédentes, l'arrivée de Yux, euh, on va passer on est en moyenne à autour de 100, 160, 170, 180 shows par an. Là, on va passer à peu près 120. Donc bon, 160, 170, 180, on passe à 120, ça fait à peu près un tiers de moins en termes de production de shows à l'année. Donc bon, après, on va surtout réduire les tout petits shows sur lesquels on était déficitaire. Mais bon, parfois faire un show où on est déficitaire, c'est pas forcément très grave quand on a une bonne trésorerie et qu'on est solide économiquement, parce que ça permet de se diffuser et de se montrer auprès du public et d'augmenter sa fanbase. Bon là, New Japan, étant donné qu'économiquement c'est un peu la galère, ils peuvent plus trop se permettre de faire ça. Donc on va réduire sur le coût de production des shows, on va en faire moins, et on va tenter d'augmenter les recettes, notamment sur les shows où on va se mettre à vendre des DVD. Alors bon, ça se faisait déjà avant, hein, de vendre des DVD sur les shows de l'année, des compiles sur le climax et tout. Mais là, on va en faire encore plus. On va faire des compiles, notamment sur les catcheurs eux-mêmes, notamment les vieux qui sont déjà partis. Donc là, on est deuxième moitié des années 2000, donc des compiles sur davantage sur les Trois Mousquetaires, sur Inoki même, etc. En plus des DVD, on va nouer des partenariats avec des grosses licences. Je pense notamment au partenariat avec Hello Kitty, voilà, ce qui est un peu étonnant dit comme ça. Mais je pense notamment à trois photos. J'essaierai de vous les retrouver. Il y a à côté des conférences de presse, généralement les catcheurs ils posent à côté du gros logo New Japan. Et je me souviens d'une photo où tu as Nakamura. Alors Nakamura c'est sûr, l'autre ça doit être Okada ou Tanahashi, je dirais Okada. Et les deux prennent la pose. Ils prennent la pose, entre les deux il y a une mascotte géante de Hello Kitty. Tu te dis qu'est-ce que ça fout là, voilà, c'est un peu étonnant. Et deux autres photos rigolotes aussi. Alors la première c'est Tomohiro Ishii, voilà. Grosse brique comme ça, avec un pull, avec que des têtes d'Hello Kitty partout. Donc l'écart entre l'image de Ishii dans le ring et à l'extérieur avec son pull Hello Kitty, c'est un délire. Et aussi, le meilleur,
le plus grand, Minoru Suzuki. Voilà. Bon, après, Minoru Suzuki, la comédie, depuis, on connaît. Mais quand même, Suzuki, il campe le vétéran sadique au possible qui vient torturer les mecs. Et là, sur la collab, il a un t-shirt. Alors, c'est Minoru Suzuki ou Suzuki Gun, je sais plus. Non, Suzuki Gun, ça doit être plus tard. Donc, je pense que c'est juste Minoru Suzuki X, donc featuring Hello Kitty. Le truc qui n'a aucun rapport, tu vois. Mais, euh, mais c'est genre trop trop bien. Voilà, donc Yux qui débarque, qui cherche à réduire les coûts, augmenter un petit peu les recettes, notamment du merchandising. Parlant merchandising, du coup, on commence à, à se tourner davantage vers le marché occidental, on va dire, et notamment le marché anglophone. Donc, beaucoup de marchandises, notamment des t-shirts, avec des slogans en anglais, pour être un petit peu plus facilement compréhensible, de la part du consommateur anglophone. Donc acheter un t-shirt avec la tête de Kijimuto, c'est bien, mais s'il y a un slogan en anglais, c'est mieux. Tu vois. De toute façon, plus tu proposes une gamme large de produits, plus tu as de chances que le consommateur, il y a un truc qui plaise à un consommateur. Donc forcément, ça augmente les chances de celui-ci d'acheter. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà. Hughes, bah, quand il débarque en 2006, ils viennent de sortir la deuxième édition, je crois. Troisième édition. Est-ce qu'il y a eu trois éditions? Non, je crois qu'il y en a eu que deux. Du jeu vidéo Wrestle Kingdom, qui ne s'est jamais vendu. Ça n'a jamais bien marché, ce jeu. Et donc, bah, c'est ça qui va donner le nom au show du 4 janvier. Wrestle Kingdom, à partir de 2007, ça s'appelle Wrestle Kingdom. Parce que Hughes disait, si le plus grand show de l'année, on l'appelle Wrestle Kingdom, tout comme le jeu vidéo, ça va augmenter les ventes du jeu vidéo. Ça n'a jamais réussi. Donc cette décision-là, pardon, est un échec. Voilà, ensuite niveau coupe budgétaire, je parlais du show du 4 janvier, et ben ça y est, c'est fini, hein. Le show du 4 janvier est la seule fois dans l'année où New Japan ira au Tokyo Dome. Ça n'arrivera plus le reste de l'année. Parce que bon, New Japan n'a plus les stars qu'elle avait, elle n'a plus le buzz qu'elle avait, l'économie japonaise n'est plus ce qu'elle était quelques années auparavant, le buzz du catch tout court est en train de s'essouffler. Je pense que Noah a ralenti l'essoufflement du catch japonais, mais qui était en déclin depuis de nombreuses années. Il y a eu un sursaut avec la création de Noah parce que c'est nouveau et tout. Et ils ont rafraîchi le produit de la All Japan parce que c'est la continuité de la All Japan, mais de manière plus moderne. Donc ils ont continué de générer de l'argent pour le catch japonais et quelques crossovers ici et là. Mais étant donné que c'était déjà sur une pente descendante avec tout ce qui s'est passé pour New Japan n'a plus de quoi remplir le Tokyo Dome plusieurs fois dans l'année. Ils le rempliront d'ailleurs plus jamais. Parce que je crois que la plus grosse tendance qu'ils ont fait depuis 20 ans, parce que oui, si je parle de 2006, c'était à 20 ans, je pense que c'est 45 000 spectateurs. Voilà. Alors voilà, on est loin des 60 000 qu'ils pouvaient faire encore quelques années avant. Donc voilà. Donc on le fait plus qu'une seule fois dans l'année pour éviter de perdre de l'argent. Surtout que là, on est en pleine période, on est sur la fin, mais on est en période aussi Brock Lesnar, New Japan. Donc Brock Lesnar, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais bon, flop total. Le mec a certainement coûté plus d'argent que ce qu'il a rapporté. Donc voilà, cette période-là, c'est un peu le baroud d'honneur. Également, j'en ai parlé également dans une vidéo, c'était peut-être pas dans la même, mais de Riki Choshu, qui s'est fait dégager comme un malpropre quelques années auparavant. Il revient pour booker la compagnie avec Hughes, mais ça dure pas très longtemps, ça dure une année. Ensuite, c'est Gedo qui prend la suite. Alors, Gedo et Jado, au départ, voilà, qui ont le lead du booking, c'est une direction à deux têtes. Et puis ensuite, Jado, vu qu'il est un petit peu plus volatile, on va dire, parce qu'il part dans d'autres compagnies, Gedo, c'est vraiment celui qui va rester comme le référent en termes de booking, le head booker. Et bon, Jado aura encore un petit peu d'influence pendant quelques années, de longues années quand il reviendra avec parcimonie dans la compagnie, mais bon, c'est surtout Gedo qui dirige la compagnie pendant toute l'année, quoi. Et Gedo, son truc, lui, c'est ok, euh, on est en train de assainir le produit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va l'américaniser. On va l'américaniser pourquoi? Parce que on a une fanbase, pardon,
au Japon qui est somme toute assez, conséquente quand même, même si c'est pas, la panacée que c'était quelques années avant. Il reste quand même une fanbase, solide et si on veut ramener le consommateur, le 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 style de catch le plus abordable pour un néophyte ou quelqu'un qui se met à regarder un produit pour la première fois, c'est le catch américain. Parce que le catch américain, qu'est-ce que c'est? Sauf exception, hein, c'est un catch très, cliché, très, lui, il débarque, c'est la première fois que tu le vois. Tu sais un peu déjà, comment il se tient, comment il est habillé, si c'est un connard ou pas. Ouais. Alors que bon, dans le cas japonais, alors là aussi je fais une généralité. Bon, alors, quelques années avant, tout le monde débarque en slip. Quelle est la personnalité de ce gars-là comparativement à celui-là qui est juste à côté? Bah, tu sais pas, tu vois? Bon après, ça c'est pour un néophyte, parce que forcément quand tu as l'habitude de regarder du catch, ton œil est un peu habitué à repérer des petits trucs et même inconsciemment des fois heu, tu pas conscience que tu as remarqué un petit détail, mais c'est ça qui te fait dire que OK, lui il est vaillant ou lui c'est un lâche ou, voilà. Il y a ton cerveau et ton œil sont déjà habitués quand tu es fan de catch, quand tu es fan de catch alors qu'un néophyte, il a besoin qu'on lui explique ou que ce soit, véritablement, montré de manière un peu exagérée, tu vois? Donc américanisation. Il y a souvent ce truc avec, Vince Russo quand il est booker, tout le monde doit avoir un programme et ben Gedo, lui, son truc, c'était tout le monde doit avoir une gimmick. Voilà, et une gimmick, marquée, tu vois? Pour que, bah, déjà, tout le monde soit un peu marketable, tu vois? Et que, heu, tous les catcheurs sont susceptibles, d'attirer l'attention des fans, tu vois? Ça marche pas forcément, hein, mais bon, c'est un petit peu dans cette idée-là que c'est réfléchi. Donc on change un petit peu le produit, on change de direction en termes de in-ring. Par exemple, je parlais, enfin quelqu'un qui est très important, Kazuchika Okada qui débarque, c'est le premier catcheur à atteindre le main event chez New Japan sans l'avoir mérité dans son in-ring. Parce que tous ceux qui ont été dans le main event, qui ont eu la ceinture IWGP, c'est soit parce que ils étaient, c'était déjà des stars établies. Inoki quand il débarque, bon après Inoki il a pas eu la ceinture IWGP comme on l'entend nous, mais on va dire qu'à partir des années 90, tous les mecs qui sont allés dans le main event, c'est des mecs qui ont commencé en bas. Par exemple, les 3 mousquetaires, des années 90, Shono, Hashimoto, Muto. Ils ont commencé en bas, ils étaient bons, donc on les a fait monter. Ils étaient encore bons, donc on les a fait monter, 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 monter. Ils étaient tellement bons qu'ils ont fini dans le main event et à être des stars. Et du coup, on leur a donné la ceinture parce que c'était la chose à faire. Et après, tous ceux qui sont allés dans le main event, pour avoir la ceinture ou pas, soit c'est des mecs qui ont monté les échelons, Sasaki plus tard, Yuji Nagata, etc. Ou c'est des mecs qui sont venus faire des crossovers avec des stars, mais c'est des mecs qui étaient déjà connus. Genre Atsushi Onita, c'est pas un gars New Japan, mais quand il débarque, les gens savent qui c'est. C'est une star, ça fait du buzz, main event. Tenryu, c'est pas un gars New Japan, mais quand il débarque, c'est une star, tout le monde sait qui c'est, main event. Voilà. Brock Lesnar, il débarque, main event. Et bon, pour un catcheur japonais, etc., qui commence en bas, tous ceux qui commencent en bas, c'est leur travail in-ring qui fait réagir les fans. Et si les fans réagissent, eh ben, on te push un peu plus. Et si les fans réagissent, on te pousse un peu plus, etc. etc., etc. Là où dans le catch américain, peut y avoir un petit peu des raccourcis, on va dire, avec des mecs qui sont bons en promo, qui sont charismatiques. Voilà. Au Japon, à cette période-là, ça n'existait pas. Tu vois. Donc Okada, il a un petit peu changé cette manière de faire. C'est le premier à aller dans le main event et d'avoir la ceinture de cette manière-là. Je dis de cette manière-là parce qu'il y en a un autre qui a eu la ceinture très jeune, sans avoir fait grand-chose dans son in-ring, c'est Shinsuke Nakamura. Mais Shinsuke Nakamura, il l'a eu pourquoi? Parce que le MMA, 10 ans avant, le proprio Inoki, il était fan de MMA, il voulait que ses combattants, ses champions, ses représentants de sa compagnie de catch soient des vrais combattants, qui puissent être des vrais combattants et un peu casser la gueule à n'importe qui. Il se dit, ok, j'ai un mec chez moi qui fait du MMA, il est legit, il a battu des mecs, ok, je lui donne la ceinture, j'en fais le visage de la compagnie. Voilà. Nakamura, ça a été un peu le seul avant, ça a été le seul avant Okada à aller dans le main event sans l'avoir mérité dans son in-ring de catch. Voilà. Donc un petit côté aussi américain, parce que bon, ça c'est un truc qu'on a vu à plusieurs occasions dans le catch américain, mais bon, Nakamura,
ça l'a un petit peu grillé à ce moment-là, mais bon, t'inquiète pas, hein, ils ont fait les choses comme il fallait. Il a été intégré dans le clan, mmh, est-ce que ça s'appelle déjà le clan Chaos quand il débarque, Nakamura? Je sais plus. Parce que si, vous voulez un petit peu le fil, Masahiro Chono, il est leader à un moment donné de la NW au Japon, qui devient ensuite Team 2000 et qui devient ensuite, Chaos. Mais Nakamura, est-ce qu'il débarque dans Chaos ou est-ce qu'il débarque dans Team 2000? Je sais plus. Ça doit être Team 2000, je pense. J'ai un doute, je ne sais plus. Bon, peu importe, c'est pas bien grave. Mais voilà, puis à ce moment-là, il commence à y avoir des interventions dans le main event, notamment à ce moment-là, quand Nakamura est champion IWGP, donc on doit être en 2009. Il y a Togi Makabe qui était over à ce moment-là, c'est une dinguerie, qui peut-être sur le point de prendre la ceinture mondiale, mais il se fait tourner. Enfin, il y a son partenaire Toru Yano qui turn sur lui et qui lui coûte le titre, qui lui coûte potentiellement le titre, mais très certainement le titre. Donc commence à avoir des turns un petit peu dans le ring de cette manière-là qui offrent des décisions. Voilà. Parfois, il pouvait y avoir des trahisons, etc. Mais c'était pas forcément. C'était plus dans des segments post-match. Voilà. Des mecs qui se séparent ou ce genre de trucs. Mais pendant les matchs de cloche à cloche, ça arrivait très rarement. Voilà. Et là, américanisation, Gedo, tout ça. Gedo qui a un petit peu aidé grandement à sauver New Japan. Bon, après, on dit souvent Tanahashi et Nakamura ont sauvé New Japan. Oui, et Gedo a aidé. Bon, après, Gedo, il a aidé en américanisant le produit et il a aidé en étant pas l'homme le plus débile de l'année, à savoir j'ai Hiroshi Tanahashi, j'ai Shinsuke Nakamura, j'ai deux jeunes du cru, on va dire, qui sont super talentueux, super charismatiques. Bon, bah, forcément, je les fais s'affronter. Voilà. C'est un peu une base du booking, mais bon, quand on prend des grandes compagnies catch dans l'histoire, des fois, les bases du booking, ça n'a pas toujours été tenu. Donc voilà. Et puis, il y a un gros renouvellement du roster à ce moment-là, comparativement à quelques années auparavant. Donc, en haut de la compagnie, ouais, en haut du roster, en haut de l'affiche, tu as Tanahashi Nakamura, je disais, Togi Makabe qui était super over, Tomoaki Honma aussi, dans une certaine mesure, qui était super over. Il y avait, merde, il était champion il n'y a pas si longtemps que ça, Goto over, Yuji Nagata, qui est encore très très bon dans le ring. Tomohiro Ishii débarque aux alentours de 2010-2011, je crois, de mémoire. Même si bon, c'est pas, on va dire, la référence qui sera quelques années plus tard. Il sortira quelques bons matchs un peu chaque année, hein, mais, mais vraiment, à partir de 2016-2017, le mec, c'est pas quelques bons matchs qui sortent dans l'année, hein, c'est quasiment que des bons matchs, quoi. Et voire même des grands, grands matchs, quoi. Donc voilà. Donc ouais, il y a un petit renouvellement de roster qui s'est fait progressivement. On a ouvert les portes pour continuer d'américaniser le produit à des stars américaines, partenariat avec TNA notamment. Euh, donc quelques mecs qui sont venus faire quelques piges. Kevin Nash, grande légende. NWO, tout ça. Donc forcément, les gens au Japon, connaisseurs de catch, s'ils veulent voir Kevin Nash, qui n'est pas le mec qui va faire des 5 étoiles, hein, mais bon, ça reste un gros nom du catch américain. Ça marche un peu toujours dans tout le reste du monde. Donc si tu veux vendre quelques tickets en plus, Kevin Nash, ça fait pas de mal. Kurt Angle va venir de temps en temps. Les Dudley Boys, voilà, alors surtout pour les gros shows du 4 janvier, hein, partenariat, tout ça. Partenariat CMLL, Mystico, forcément la plus grande star du Mexique à ce moment-là. Donc voilà, c'est que des petits trucs, mais qui aident à structurer, à solidifier la compagnie, économiquement notamment. Et puis jusqu'au rachat par Bushiroad en 2012. Alors je parlais de Tikeo tout à l'heure, mais là, on va avoir un truc encore plus Tikeo que tout à l'heure. Avec, si vous voulez, vous avez Bushiroad qui arrive en 2012. Donc Bushiroad, c'est Tikeo. Bushiroad, le président, le fondateur, propriétaire, je sais pas quel était son statut véritablement, mais c'est monsieur Takaki Kidani. Donc vous le remplacez chez Tikeo par le président de Tikeo qui aurait imposé au dernier WrestleMania Pat McAfee dans la storyline Randy Orton, Cody Rhodes. Et ben monsieur Takaki Kidani, qu'est-ce qu'il va faire en 2012 quand il va rester à la compagnie? Il va rappeler et imposer
recruté même et imposé dans le roster monsieur Shibata et monsieur Sakuraba. Donc heu, Katsuyori Shibata, ex, mousquetaire des années 2000 avec, Tanahashi et Nakamura. Sakuraba, le tueur de Gracie, dans le MMA. Immense légende au Japon, immensément respecté. Beaucoup d'amour pour Sakuraba. Et encore une fois, on voit le changement de, 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 de direction dans le booking. Parce que Inoki, s'il avait eu ça 10 ans avant, bah les deux, ils auraient été champions IWGP direct. Nakamura, c'est Shibata. Il a fait du MMA, petit record de positif. Direct, il prend la ceinture. Alors, je te parle même pas de Sakuraba, lui. Il aurait été champion pendant 10 ans sous Inoki. Mais s'ils avaient été, si c'était arrivé dans les mêmes conditions 10 ans avant, ils auraient été en main event très clairement. Qu'est-ce qui se passe les deux quand ils arrivent courant 2012? Alors ça se passe pas très 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 bien, jusqu'à ce que, enfin notamment Gedo, en tant que booker, on lui impose un truc, lui ça lui plaît pas trop. Donc qu'est-ce qu'il fait Gedo? Premier show du 4 janvier après leur arrivée, 4 janvier 2013, les deux ils sont là. Plus grande audience de l'année pour New Japan, les deux ils perdent. Voilà. Guido, il a fait: «Ah ouais, vous m'amenez des gars? Vous allez voir ce que je vais en faire». Boum, les deux ils perdent. Alors 4 janvier 2013, alors, je suis pas allé vérifier, vous pouvez les vérifier. Alors je mets ma main à couper. Shibata, il perd contre Makabe, il perd en moins de 10 minutes, c'est sûr. Je crois qu'il perd, je sais pas, allez, je vais dire entre 8 et 9. Voilà. Alors après, Togi Makabe, on était quand même 2013 sur une pente descendante. Il avait plus l'overness d'il y a quelques années. Il reste très over, mais on n'est plus au pic de Makabe. Et Sakuraba, par contre, alors lui, il est un peu mieux loti que Shibata parce qu'il a pas Makabe, il a Nakamura, qu'on a quand même sur un autre standing. Mais pour autant, ils ont pas beaucoup plus de temps. Ils ont entre 10 et 12 minutes. C'est pas très long. Mais par contre, ils font un match. C'est un des meilleurs matchs de l'année. Nakamura Sakuraba, 4 janvier 2013, si vous l'avez jamais vu. Je vous le dis, hein, ça dure moins de 12 minutes, moins de 12-13 minutes. C'est un 4 étoiles facile. Ils sont incroyables. Mélange de shoot et de catch, franchement c'est incroyable. Trop trop fort les deux. Sur un format de 12 minutes seulement, hein, grand max. Donc s'ils avaient eu un peu plus de temps, on aurait pu partir encore dans des hauteurs encore plus folles pour ce match-là. Mais voilà. Donc comme quoi, une grosse direction propriétaire qui interfère dans les décisions de booking, voilà, c'est pas nouveau, hein. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Bushiro et Kidani, eux, pour continuer à maximiser le profit chez New Japan, parce que bon voilà, ils ont un peu tout ce qu'il faut, le produit s'est américanisé, donc c'est un peu plus facile d'accès pour des nouveaux fans. On perd plus trop d'argent, la trésorerie est refaite, la compagnie est même profitable, on va dire. Pas dans des proportions exceptionnelles, mais on commence à refaire progressivement de l'argent un peu chaque année. Et ben, ils vont faire un truc qui est bien à faire, c'est-à-dire on va prendre les grosses licences, on va dire, de la compagnie, et on va essayer de les développer, d'en faire un truc encore plus gros. Donc le climax, à ce moment-là, va passer de 10 à très rapidement 20 dates, voilà, pour rallonger les shows, rallonger la tournée, faire encore plus de recettes sur le G1 Climax. Ce qui va s'avérer être très profitable économiquement. Après, sur la qualité globale, je pense qu'en termes de qualité, on y est un petit peu perdu de fait de rallonger le climax de manière entre guillemets interminable sur 20 nuits. Parce que bon, vous avez très certainement suivi les climax avant Covid, genre 2016, 2017, 2018, 2019, qui a été référencé sur des grandes qualités avec beaucoup de matchs à 4 étoiles et plus. Et je suis d'accord, mais pour ces matchs, enfin les tournois c'était trop long quoi. Les matchs à 4 étoiles et plus, très très bien. Mais si t'enlevais les mecs qui n'avaient rien à faire dans le tournoi, tu savais qui n'allait pas faire des 4 étoiles et plus, hein, des Bad Luck Fale, des Taichi à l'époque, et d'autres. Et bah, tu n'aurais gardé que les mecs susceptibles de faire des 4 étoiles et plus, et au lieu d'avoir un tournoi, je sais pas, à 60 matchs, bah t'aurais eu un tournoi à 40 ou 30 matchs, et t'aurais eu tes 20 matchs, 20-25 matchs à 4 étoiles et plus.
Donc la qualité aurait toujours été là. Voilà. Donc après, par contre, les catcheurs n'auraient pas eu les quelques matchs pour souffler, entre guillemets, hein, pour souffler, parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses à chaque fois. Mais, euh, mais quitte à faire ça, autant tu rallonges le temps entre les shows. Tu vois, au lieu de faire lundi groupe A, mardi groupe B, mercredi groupe A, jeudi groupe B, bah, entre chaque, une fois que tu as fini une journée, bah, tu mets un jour ou deux de repos. Tu vois, comme ça, tout le monde se repose 2 ou 3 jours entre chaque match. Ça permet de tenir ton tournoi sur tout un mois et que les mecs catchent un peu moins fréquemment. Mais du coup, bah, au lieu d'avoir 9 adversaires en poule, ils en ont que 4 ou 5 et t'as vraiment la crème de la crème, quoi. T'as 10 ou 12 mecs béton dans ton tournoi, t'en as pas 20. Bon, voilà. Mais forcément, si t'allonges la formule, c'est un peu comme la Coupe du Monde aujourd'hui, hein. Là, on va être à 40 ou 42 cet été. La Coupe du Monde, c'est quoi? C'est 10 matchs intéressants à chaque édition. Allez, peut-être 12. Allez, alors on va dire 15 matchs. Bah, les formats à 32, il y avait quoi? C'était 15 matchs sur, je sais pas combien il y avait de matchs, peut-être il y en avait 100, tu vois. 15 matchs sur 100, déjà, c'est pas beaucoup qui sont intéressants. Mais là, maintenant, on va être à combien? 150? Bah, tu gardes 15 matchs intéressants sur 150, donc ça va pas être terrible. Donc voilà. Donc rallonger un truc, c'est pas toujours très bien pour la qualité. Après, économiquement, évidemment que ça a fonctionné du tonnerre. Et ils vont, comme la grande référence du catch mondial, hein, WWE, associer une grosse licence à une autre. Donc chez WWE, c'est Royal Rumble, WrestleMania. Chez New Japan, ce sera Climax, Tokyo Dome. Le vainqueur du Climax à partir de 2012 obtient son opportunité au titre pour Wrestle Kingdom l'année suivante. Ce qui était ok pendant de longues années. Là, je pense que la formule s'est essoufflée depuis un long moment déjà. Avant qu'on mette ça en place, le vainqueur du Climax avait son opportunité peu de temps après le tournoi, genre en septembre ou en octobre. Je pense qu'il devrait revenir à une formule de ce type-là. Et puis pour la fin de l'année, trouver une formule différente pour déterminer un aspirant pour le main event du Tokyo Dome. Je sais pas, peut-être un format de tournoi à 8 participants, les 8, je sais pas, avec le meilleur ratio sur l'année, ou faire voter les fans. De toute façon, tu sais très bien, que ce soit l'une ou l'autre des formules, tu sais très bien que à l'avance, tu vois ton roster, tu sais que déjà qu'il y en a 6, 5 ou 6, c'est sûr qu'ils seront dans le truc, hein. Donc bon, tu peux toujours t'arranger pour que le main event que tu as prévu, si c'est, bah, je crois maintenant le champion c'est Callum Newman, si tu veux faire, si tu veux le faire affronter Yota Tsuji, enfin s'il garde le titre jusqu'au Tokyo Dome et que tu veux le faire affronter Yota Tsuji, bah, Yota Tsuji, tu sais qu'il va être soit dans les 8 avec le meilleur ratio de victoires sur l'année, soit dans les 8 qui vont être votés par les fans, forcément. Donc tu peux entre guillemets déguiser le truc, ton choix, avec un truc soit complètement sportif, soit pour les fans, puis sur un truc sportif parce qu'il faut quand même gagner le tournoi. Voilà, et puis tu t'immises ça avec la Tag League. Voilà, la Tag League de fin d'année, on va pas se mentir, hein, personne la regarde chez New Japan. Il n'y a, pas, y a pas les grosses stars du catch solo, donc enfin de la division solo, donc personne la regarde, la Tag League. Donc voilà, tu fais ta journée de Tag League et tu rajoutes un match ou deux du tournoi. Si tu fais un format 8, bah, du coup, tu commences en quart de finale. À chaque journée, tu mets un match d'écart, un match des demi, un match de la finale. Ça te fait 7 dates. Bon, ça va. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? On est début 2010, pas grand chose. Ah si, le New Japan World quand même. Alors, New Japan World, avant Covid, enfin de son ouverture jusqu'à avant Covid, ça n'a jamais été un grand succès. Parce qu'il y avait le celui qui a pris la succession ensuite en tant que président, je sais plus comment il s'appelle, qui avait révélé, je crois, autour de 2018-2019, je crois, que le New Japan World n'était pas super en termes d'abonnés. Voilà. Donc après, il y a eu le Covid, tout ça, le confinement, enfin les différents confinements, etc. Donc je sais pas si ça a changé un petit peu la donne et si ça a duré dans le temps. Et voilà, voilà. Le phénomène, évidemment, Bullet Club, le plus grand phénomène des années 2010. Voilà. Hors catcheur, évidemment, parce que bon, après, sinon, Becky Lynch, c'était quand même un truc de fou. Daniel Bryan, WWE, le Yes Movement, c'est un truc de fou. Voilà, il y a eu des phénomènes, trucs, mais phénomène qui n'est pas un catcheur. Il y a eu le Shield, mais le Shield,
ça n'a pas buzzé autant que le Bullet Club. Je pense que ça, je pense que ça a rapporté autant, si ce n'est plus d'argent, mais parce que c'était sur une plateforme aussi de WWE. Mais sinon, si t'avais mis le Bullet Club, WWE, ça avait été né là-bas et que WWE avait booké ça correctement, on va dire, ça aurait fait un pognon de fou. Mais ouais, Bullet Club, phénomène de fou. Ça a mis encore plus en lumière New Japan. Euh, et puis ça a donné un autre point d'accès pour les fans anglophones, parce qu'il y avait chez New Japan tout un clan où c'était que des gaijins, tous les Anglais, tous les Américains, enfin tous les Américains notamment, mais tous les anglophones ils étaient là-bas, donc les promos c'était assez facile à suivre pour eux. De toute façon ils trash talkaient tout le monde, ils attaquaient tout le monde, donc vu que c'était une parodie slash hommage de NWO, DX, tout ça, deux des clans les plus populaires de l'histoire du catch américain, forcément ça parlait un peu à tout le monde. Donc voilà, ça avait tout pour marcher. Ça a amené déjà à regarder le programme. Donc ouais, dans le Bullet Club, ça a fait énormément pour New Japan. Ça a ramené des AJ Styles et tout. Franchement, le booking du Bullet Club, parce que le Bullet Club, ça commence au milieu d'année 2013. Franchement, la première année et demie, le booking, il est parfait. T'as Finn Balor, enfin Prince Devitt, qui s'associe avec Bad Luck Fale, qui s'appelait King Fale à l'époque. Mais bon, Prince, King, le prince, le roi. Bon, faut éviter que le, que le leader ait pas le statut le plus haut. Donc c'est le seul qui va s'appeler Prince, qui va avoir un statut comme ça. Et King Fale va s'appeler Bad Luck Fale, va se renommer. Donc il s'associe au mec le plus immense de la planète, genre. Surtout que Balor, bah, c'est un junior de base. Et puis il va monter dans les cartes et va prendre le titre. Le Bullet Club va prendre les ceintures euh, tag junior, les ceintures tag heavyweight. Ils vont prendre le titre Never. Et puis le clan va être super dominant. Balor il va aller affronter Okada, mais il va perdre parce que Okada c'est le numéro 1 de la compagnie, etc. Donc le booking il est trop bien. Mais il va quand même perdre le titre parce que AJ Styles il débarque. Dans le storytelling, si Balor était resté, ça aurait pu être intéressant parce que Styles, quelque part, même si bon, ça se voit pas forcément, mais un peu plus heavyweight que Balor, même si bon, ils ont un peu la même taille, mais Balor, il était très frêle sur cette période-là New Japan. Il va se gonfler un petit peu plus, on va dire, un peu plus tard. Mais ouais, ça aurait été intéressant d'avoir la dynamique. Après, peut-être que si Styles n'était pas arrivé, c'est Balor qui aurait pris le titre. Voilà. Et- mais, euh, mais dans cette dynamique-là, ça aurait été intéressant de garder Balor, enfin Prince Devitt. Et ouais, non, c'était trop bien. AJ Styles, le catcheur, je pense, hors WWE le plus connu à ce moment-là, débarque chez TN, chez TNA. Quitte TNA, pardon, débarque chez New Japan. Forcément, les, les fans un peu indie, hardcore, smart, américains, évidemment qu'ils adoraient AJ Styles. AJ Styles quitte TNA, ils se sont dit, bon, bah il va aller chez WWE. Voilà, il va faire un passage côté Ring of Honor, mais bon, s'il est parti TNA parce que il le payait, il voulait baisser son salaire, bah, Styles il allait pas partir chez Ring of Honor pour gagner moins d'argent, donc ça allait se tourner vers WWE. Finalement, il part au Japon. Bah, si on veut voir AJ Styles, on est obligé de regarder le Japon, donc on va regarder. Et ouais, non, ça a trop bien marché. Ça a trop bien marché. Le Bullet Club, ça a créé des stars et tout. Donc voilà. Voilà. Un petit mot. Monsieur Tiger Hattori, ex-arbitre, qui avait à l'époque, qui a beaucoup aidé lors des partenariats, je parlais TNA, CMLL, qui a beaucoup aidé à ce niveau-là. Voilà, il avait un peu le rôle qu'avait, je sais pas s'il a encore, Rocky Romero avec New Japan aujourd'hui, enfin, ou jusqu'à très récemment, je sais pas s'il a toujours ce rôle-là. Notamment avec AEW, voilà, c'est lui qui a fait un petit peu qui a aidé au rapprochement des deux compagnies. Je sais pas si Rocky Romero a aidé ou a continué d'aider New Japan avec CMLL, mais voilà. Rocky Romero, backstage, grande influence pour faire le pont entre les compagnies. Et bah, Tiger Hattori avait ce rôle-là également chez New Japan à ce moment-là. Bah voilà, pour un retour, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a terminé l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Ce fut un arc qui a duré dans le temps, voilà, plus que ce que ça aurait dû.
Mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la série, hein, sur l'histoire du New Japan vous a plu. Prochainement, bah, TOW je pense, parce que TOW c'est trop bien. Et puis, après je sais pas, est-ce qu'on parle du Joshi? Ça pourrait être bien de parler de Joshi, non? Moi ça m'intéresse, je me suis plongé dedans, il y a, j'allais dire de longs mois, mais ça fait au moins 2 ans en fait. Donc non, le Joshi trop bien. On va parler de ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Merci d'avoir, suivi la vidéo. Voilà, merci de suivre la chaîne, merci pour tout. Je vous dis, à la prochaine. Voilà, portez-vous bien et puis voilà, regardez du bon catch, regardez le New Japan, regardez le Joshi et amusez-vous bien. Voilà. Salut tout le monde.